Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 19 août 2022, merci de répondre au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour, les principaux titres pour commencer. Le Burundi devrait multiplier ses exportations pour arriver à développer son économie. Recommandation de grands économistes lors d'une conférence organisée par la Banque centrale. Toutefois, le pays a des défis à relever d'abord. L'Organisation pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger alerte à son tour sur le non-respect du droit aux soins de santé des détenus, une violation commise par les responsables des prisons, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des inquiétudes des enseignants de la classe de la 3e année quant au nouveau programme à suivre à partir de la prochaine année scolaire. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Le président de la République du Burundi a informé ce jeudi son gouvernement que le Burundi vient de déployer un bataillon de militaires en République démocratique du Congo. Le président Évariste Ndayishimiye a expliqué que ces troupes burundaises ont pour mission d'appuyer les forces congolaises à ramener la paix dans l'est de la RDC, mais aussi aider à réconcilier le peuple congolais. Je vous propose d'écouter Prosper Narogwa-Millet, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. En divers, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a informé les membres du gouvernement que sur demande de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine de l'appuyer à ramener la paix dans l'est de ce pays, le Burundi a déployé un bataillon qui va travailler avec l'armée de la République démocratique du Congo pour stabiliser cette région et contribuer à la réconciliation du peuple congolais. Le Burundi a officiellement déployé ses troupes à l'est de la RDC lundi dernier, mais depuis plusieurs mois déjà, des militaires burundais et Imbonerakure se trouvent officieusement dans cette même partie de la RDC à la poursuite des combattants du raid Tabara. Sécurité toujours, un Imbonerakure a été tué par plusieurs coups de poignard la nuit de mercredi de cette semaine en commune Gihanga de la province Bubanza. Les auteurs du crime sont les autres Imbonerakure qui faisaient des patrouilles nocturnes. Ils auraient accusé de vol leurs camarades, mais des sources sur place indiquent que la victime était soupçonnée de traîtrise, qu'ils dévoileraient des secrets en rapport avec les vols qu'ils opéraient. L'édité avec Eric Nyonzima. Cet Imbonerakure qui a été assassiné était connu sous le nom de Jean-Marie Singirangabo et était âgé de 16, originaire du village 3 sur la commune Gihungwe, zone et commune Gihanga, province Bubanza. Jean-Marie Singirangabo a été tué la nuit de mercredi à jeudi par plusieurs coups de poignard par des Imbonerakure qui faisaient la ronde nocturne. Selon nos sources à Gihanga, ces Imbonerakure en patrouille se seraient justifiés, arguant qu'ils avaient surpris leurs victimes en flagrant délit de vol, mais des sources généralement bien informées parmi les autres Imbonerakure de voir que Jean-Marie Singirangabo était pris pour traître. Il avait selon ses sources l'habitude de dévoiler différents secrets en rapport les vols à main armée opérés par le groupe dont il faisait également partie. Après leur forfait, ces Imbonerakure a jeté le corps de la victime dans la rivière Ninga. Ce corps a été retrouvé le matin de ce jeudi et l'enterrement a eu lieu sur place. Les deux Imbonerakure, présumés auteurs du crime, ont été appréhendés par la police, mais les habitants de la commune Gihanga craignent qu'ils soient relâchés. Ils demandent la justice. Les administratifs en commune Gihanga confirment ces informations et promet des sanctions judiciaires après les enquêtes. Merci à toi Eric Nyonzima. Enchaînons avec la page justice. Les prisonniers politiques au Burundi se voient souvent refuser le droit aux soins de santé, pourtant reconnu juridiquement par le régime pénitentiaire. C'est du moins un des constats faits par l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger à travers son rapport de ce mois d'août.
Cette organisation indique également que des cas de décès ont été enregistrés dans différentes maisons carcérales suite à ce refus. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. L'accès aux soins de santé dans les maisons pénitentiaires au Burundi reste discriminatoire selon que le demandeur est un prisonnier de droit commun, prisonnier politique ou d'opinion. Dans son rapport du mois d'août 2022, baptisé La prison au Burundi, réalité entre les quatre murs, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et FDDHD en sigle montre effectivement que les prisonniers mis sous les verrous pour des mobiles politiques ne bénéficient pas ou bénéficient difficilement l'accès aux soins spécialisés non disponibles à la prison et cela sans la moindre justification valable pour ce refus. À titre illustratif, l'association EFDDHD rappelle le cas du général Cédric Ndayirukiye qui, en 2021, a laissé sa vie à la prison de Gitega. Cette association cite également le cas du détenu André Ndagijimana, décédé le 8 juillet dernier suite à la violation de son droit aux soins par les responsables de la prison de Ngozi, ainsi que le décès du général Célestin Ndaïsaba, survenu au mois de mai dernier à la prison de Muramvya. Pourtant, la dite organisation soutient que le droit aux soins de santé a été juridiquement matérialisé à travers l'article 33 du régime pénitentiaire. Comme l'explique l'association EFDDHD, cette disposition reconnaît aux détenus malades le droit d'être transférés auprès d'une institution médicale en dehors de toute maison carcérale, une fois que le rapport médical établit la nécessité de bénéficier des soins spécialisés non disponibles à la prison. Néanmoins, l'association EFDDHD indique que la raison donnée aux prisonniers politiques pour leur refuser de sortir est le risque d'évasion ou soit l'absence d'éléments policiers pour escorte. Dans la pratique, l'administration pénitentiaire promet de manière incessante et vaine aux patients une sortie pour se spécialiser au moment où l'autorisation de transfert n'excède pas un mois en termes de validité. De ce fait, le patient se voit contraint de procéder à des renouvellements répétitifs de l'autorisation pendant plusieurs mois, voire des années, sans aucune suite favorable, explique toujours le rapport de ces défenseurs des droits humains, également victimes des détentions arbitraires dans les prisons burundaises. Pour clore cette rubrique, l'association EFDDHD déplore que les autorités des différentes prisons contribuent à une dégradation délibérée et volontariste de la santé physique et mentale des prisonniers politiques ou d'opinion. Ce collectif souligne que ces pratiques des autorités pénitentiaires vont même jusqu'à faire disparaître définitivement des patients de cette catégorie de détenus. Dans notre édition ultérieure, nous vous ferons part de la situation alimentaire des prisonniers telle que déplorée par ces défenseurs des droits humains après leur observation participante. Et 5 organisations indépendantes de défense des droits humains plaident pour le renouvellement du mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans une lettre rédigée ce 18 août à l'intention des représentants permanents des États membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les 5 organisations indiquent que le rapporteur spécial a besoin de temps, au moins une année, pour remplir sa mission, celle de permettre au Conseil de continuer sa surveillance étroite de la situation et de poursuivre son travail en faveur de la justice et de la redevabilité au Burundi. Les détails du contenu de cette correspondance avec Onésime Dushimagidze. Les 5 organisations de défense des droits de l'homme évoquent d'abord dans cette correspondance le mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur le Burundi, à savoir surveiller la situation des droits de l'homme au Burundi et de faire des recommandations en vue de l'améliorer, de recueillir, d'examiner et d'évaluer les informations fournies par toutes les parties prenantes en s'appuyant sur le travail de la commission d'enquête, de conseiller le gouvernement burundais pour qu'il s'acquitte de ses obligations en matière de droits de l'homme et d'offrir des conseils et assistance à la société civile et à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Nommé en avril 2022, le rapporteur spécial Fortuné Gaëtan Zongo, qui était dans la phase de décollage de son mandat, a présenté sa première mise à jour au Conseil en juillet 2022 et doit présenter son premier rapport écrit lors de la 51e session du Conseil prévue entre le 12 septembre et le 7 octobre 2022. Zongo a exprimé sa volonté d'explorer des voies de coopération avec le gouvernement burundais, une coopération qui lui a été refusée, selon les 5 organisations de défense des droits de l'homme. Ces organisations indiquent à travers les correspondances de ce 8 août
adressé aux représentants permanents des États membres et aux observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, que la situation des droits humains au Burundi n'a pas évolué depuis que le mandat du rapporteur spécial a été mis sur pied. Elle parle des arrestations arbitraires d'opposants politiques ou de personnes perçues comme telles, des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et basées sur le genre, des restrictions sans justification aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association et des violations des droits économiques, sociaux et culturels qui sont liés aux fondements économiques de l'État. Ces organisations indépendantes de défense des droits humains précisent dans cette lettre qu'elles demeurent dans l'impossibilité de travailler au Burundi. Et il faut savoir que plusieurs associations de protection des droits humains qui comptent parmi les plus respectées du pays demeurent suspendues ou mises hors de la loi depuis 2015. Elles évoquent dans les correspondances l'avocat et ancien défenseur des droits humains Tony Germain Hina, qui demeure en détention après que la Cour d'appel d'Ongozi ait confirmé sa condamnation à une peine de 5 ans d'emprisonnement sur la base de chefs d'accusation liés à son travail en faveur des droits humains. Les 5 organisations d'ajouter que de graves violations se poursuivent, dont certaines avaient mené la commission d'enquête des Nations Unies, à conclure que des crimes contre l'humanité pourraient avoir été commis au Burundi. À l'absence d'amélioration structurelle, et alors que de graves violations des droits humains continuent à être commises en toute impunité au Burundi, les 5 organisations de défense des droits humains demandent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'adopter une résolution qui reflète la réalité sur le terrain et d'assurer la continuité tant du travail de suivi et de mise au point des rapports que des débats publics sur la situation des droits humains au Burundi. Le Conseil devrait en plus exhorter le Burundi à coopérer avec le rapporteur spécial, notamment en lui permettant un accès au pays. Lors de sa 51e session, le Conseil devrait aussi adopter une résolution qui renouvelle le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Pour une année supplémentaire, on conclut les 5 organisations, à savoir l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Carte Burundi, African Center for Justice and Peace Studies, African Defenders, Réseau panafricain de défenseurs des droits humains, Amnesty International et l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH. Poursuivons ce journal avec la page économie. Le Burundi ne devrait pas trop compter sur ses ressources naturelles pour se développer. C'est l'analyse de Janvier Désiré Nkurunziza, professeur et chercheur dans différentes universités. Il a présenté son analyse dans une conférence débat organisée ce vendredi par la Banque de la République du Burundi, BRB. Pour lui, il faut multiplier les ressources des produits d'exportation qui restent, selon lui, très peu diversifiés. Écoutez. Je ne veux pas dire que les ressources naturelles ne sont pas importantes, ne sont pas utiles, c'est très utile, évidemment, c'est très important, mais il faut avoir une stratégie cohérente de gestion du secteur des ressources naturelles. Il ne faut pas juste dire je suis riche et mes ressources, je les exploite. Non, moi je dirais mais sérieuse, il faut avoir une stratégie en place. Sinon on les garde dans le sol, dans le sous-sol. On les garde là-bas jusqu'à ce qu'on ait adopté une stratégie. Parce que l'expérience nous montre que presque tous les pays qui ont justement une forte dépendance avec ont mal géré. Ils sont mal gérés et les économies n'en ont pas vraiment bénéficié. Donc, il faut diversifier la production et les exportations au-delà des matières premières. Mais il ne faut pas dire que moi je peux juste me développer à partir de mes ressources naturelles. Non, les ressources naturelles sont une source et il faut bien les gérer. Et donc, il faut aller aussi au-delà de ces ressources naturelles. Donc, c'est ce que je veux dire au Burundi. J'espère que le message est vraiment clair. Le Burundi ne devrait pas trop compter sur ces ressources naturelles pour se développer. Il faut qu'il aille au-delà de cela. Le financement du développement, c'est un problème complexe. Le financement doit provenir de plusieurs sources. Au niveau de la stratégie du pays, il faudrait vraiment penser à toutes les ressources. L'une des voies de multiplier les exportations et le développement du secteur industriel. Cependant, Janvier Désiré Nkurunziza trouve que le Burundi fait face à un grand handicap, le manque des infrastructures de base. Encore une fois, professeur Janvier Désiré Nkurunziza. Comment pourrait-on booster les exportations? Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Si je dis juste quelques idées, il faut
comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on ne peut pas dépendre des matières premières. Il ne faut pas que le pays ne dépende que des matières premières, que des ressources naturelles. Mais il faut développer nos secteurs industriels et puis aussi nos secteurs des services, surtout les services de valeur. Je donne l'exemple du tourisme. Bon, je vais avoir un slide sur le tourisme parce que, non pas que c'est l'exportation, mais bon, je vais expliquer. Comment est-ce qu'on va développer notamment le secteur industriel? Il y a des infrastructures de base qui doivent être là. Si elles ne sont pas là, on ne peut pas se développer. Ici, je parle en particulier de l'électricité. Un pays ne peut pas se développer sans un accès à l'électricité qui soit sûr et qui soit accessible financièrement, qui ne soit pas trop cher. Ça, c'est crucial. Et ça, je ne le dis pas qu'au Burundi, je le dis partout. Or, le Burundi, quand vous regardez le Burundi, l'accès à l'électricité au Burundi, c'est un des derniers pays au monde où l'accès, par rapport à la proportion de la population qui est installée. Donc, si je mentionne ce point, c'est que c'est crucial. Bon, évidemment, il y a d'autres choses, les routes, les chemins de fer, les ports, mais pour commencer, moi je pense que ça, c'est crucial. Le thème de la conférence débat de ce vendredi était le financement du développement du Burundi, rôle des ressources naturelles. Et en page gouvernance, la distribution du carburant par bidon, par réservoir des motos, interdite par la mairie de Bujumbura. Dans un communiqué de ce jeudi, le maire a expliqué que c'est pour éviter les spéculations autour de la vente du carburant, denrée très rare depuis quelques mois. Dans le même communiqué, Jimmy Hatungimana exhorte aux importateurs du carburant de le distribuer à toutes les stations de la ville de Bujumbura. En ce qui concerne la vente, le maire de la ville fixe un horaire. Aucune station n'est plus autorisée à servir du carburant à partir de 21h. Les camions qui transportent les marchandises en dehors du pays ne doivent pas s'approvisionner au-delà de 500 litres afin de permettre que les quantités importées servent le maximum possible, lit-on toujours dans le dit communiqué. Dans le même communiqué, le maire de la ville, Jimmy Hatungimana, conclut son communiqué en mettant en garde toute personne qui passera outre ces mesures, surtout les agents de sécurité et les distributeurs du carburant, souvent reprochés de spéculation. Et en traitant, ce sont des grognes chez les conducteurs des taxis-motos et tricycles suite à cette mesure qui interdit l'approvisionnement en carburant dans les bidons et réservoirs de carburant. Ces motards demandent au gouvernement de revoir la mesure, d'autant plus que les stations qui devaient leur servir peuvent passer 1 ou 2 semaines sans disposer de carburant. Le point avec Marie-Ange Yakodze. Les transporteurs des personnes à bord de motos et tricycles sont dans une indignation sans précédent depuis qu'une mesure leur interdisant d'être servis en carburant dans les bidons et réservoirs de carburant démontés de leurs motos auprès des stations-service ait été prise. Ils disent qu'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir survivre au moment où il leur est interdit de s'approvisionner en carburant partout où il serait disponible. Ces motards justifient que les stations désignées pour leur servir peuvent passer plusieurs jours sans disposer d'aucune goutte de carburant. Si un motard n'est pas actuellement autorisé à sortir le réservoir pour aller chercher de l'essence, comment alors se présenterait la situation au moment où même ces stations qu'on nous a recommandé de nous approvisionner dans les lieux que nous franchissons peuvent passer 1 semaine sans carburant? Serions-nous alors dans l'obligation de croiser les bras sans travail? C'est pourquoi la majorité en a déjà renoncé et nous allons être humiliés devant nos enfants. Ces conducteurs de taxi-moto demandent au maire de la ville de Bujumbura d'annuler cette mesure et leur permettre d'accéder partout. Au cas contraire, ils craignent de mourir de faim dans leur famille. Précédemment, on était servi dans les réservoirs, là où le carburant est disponible, ou alors qu'ils revoient la décision antérieurement prise et nous laisser circuler partout afin de gagner notre vie. Sinon, nous allons mourir dans les yeux de nos
nos enfants et c'est terrible. Non seulement ces motards plaident pour l'annulation de toutes ces mesures qui handicapent l'activité qui assurait leur survie, mais aussi pour la résolution du problème relatif à la pénurie du carburant. RPA. Et je vous l'avais dit au début du journal, inquiétude au sein des enseignants de la classe de 3e année primaire, les maîtres responsables et les directeurs en formation de recyclage. Malgré la formation, ils craignent que la nouvelle matière ne soit pas bien dispensée, faute de matériel didactique approprié, ce qui se répercuterait sur les élèves. Suivez cet éducateur qui s'est entretenu avec la RPA. Notre analyse par rapport à ces enseignements que les enseignants de la 3e année primaire sont en train de bénéficier n'apportera pas grand-chose aux élèves car déjà les élèves de la 3e année n'ont pas été préparés dans les années antérieures, spécialement dans le cours de français, pour ce qui est d'apprendre à écouter pour comprendre les images et n'ont jamais vu ces images. Nous y voyons un grand problème. Le gouvernement devrait disponibiliser les radios et les images avant la rentrée scolaire prochaine. Au cas contraire, cette formation ne servira à rien et les conséquences tomberont sur nos élèves. Et nous avons également pu réaliser que dans ce programme, aucune leçon de conjugaison n'est prévue. Cette formation a commencé le 16 août pour les enseignants du 3e primaire et le 18 août pour les maîtres responsables et les directeurs. Et dernier dossier de ce journal, les femmes burundaises en quête d'asile au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda mènent une vie difficile. À part qu'elles peinent pour arriver à nourrir leurs enfants, ces femmes font savoir qu'elles ont des difficultés à trouver un abri décent. Les détails avec Elvis Nyomongere. Pour avoir de quoi nourrir les enfants, ces femmes burundaises à la recherche de la vie au cas de Nakivale en Ouganda, faut savoir qu'elles sont obligées de commander dans les voisins. Si parfois elles parviennent à avoir certaines nourritures, elles n'est qu'en quantité insuffisante. Cette femme indique qu'elle ne mange jamais à l'air fait. Concernant la nourriture, nous risquons de mourir de faim ici. En plus, quand nous allons demander de l'aide, ils nous chassent du fait que nous n'avons pas de carte de réfugiés. Pour nourrir nos enfants, nous devons commander. Certains nous partagent sur la nourriture que leurs enfants devraient manger. Nous vivons ainsi et cette nourriture n'est pas du tout suffisante. D'autres croient, ces femmes qui sont autour de 80 dans l'effectif indiquent qu'il faut face aux difficultés d'avoir des dortoirs. Certaines dorment dans les salles de classe, les autres sous la belle étoile, malgré l'aide en couverture bénéficiée auprès d'un bienfaiteur. Elles disent que ces couvertures restent insuffisantes. Les femmes qui sont ici sont au nombre de 80. Certaines dorment dehors, d'autres dans les écoles, ainsi qu'une autre catégorie de celles qui dorment dans les enceintes de la clôture de l'école. Il y a un bienfaiteur qui nous a offert des couvertures, mais en quantité insuffisante. À part ces problèmes liés au manque de la nourriture et de l'hébergement, nos sources à Nakivale révèlent que ces femmes manquent de kits de dignité, ce qui les rend malheureuses davantage pendant la période menstruelle. Merci à toi Elvis Nyomongere, c'est par ton papier que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir, excellent week-end chez vous.